le Canada vient d'infliger un sérieux revers à la Russie et d'apporter un soutien majeur à l'Ukraine, dans une décision qui frappe véritablement le président Poutine et ses acolytes du Kremlin. Là où ça fait le plus mal, leur portefeuille, il a envoyé la somme colossale de 1,7 milliard de dollars pour aider l'Ukraine. Le meilleur dans tout ça, c'est que cet argent n'était pas vraiment canadien, il provenait entièrement d'actifs russes gelés. Autrement dit, le Canada a dû utiliser les fonds russes pour soutenir l'Ukraine. Voici un résumé détaillé du déroulement des événements. Peu de temps après le début de la guerre, de nombreux pays ont imposé des sanctions à la Russie afin d'affaiblir son économie et de faire pression sur elle pour qu'elle mette fin à la guerre. Une partie de ces sanctions consistait à geler les avoirs russes à travers le monde. C'est-à-dire que les pays ont bloqué l'accès aux fonds et aux biens appartenant à des personnes et entités russes, y compris des membres du gouvernement russe, des entreprises publiques, des banques et des oligarques. Les avoirs gelés incluaient des devises étrangères, des comptes bancaires, de l'immobilier, des biens de luxe et des participations dans des investissements et entreprises occidentaux. Les Russes n'ont pas pu accéder à ces avoirs, les vendre, les utiliser ou les transférer. Environ 300 milliards d'actifs ont été gelés rien que pendant la première année de la guerre. Et ce chiffre a encore augmenté depuis, représentant une somme d'argent colossale. Pendant longtemps, il y a eu des discussions sur l'utilisation de ces fonds. Au début, il semblait que les pays voulaient simplement geler les avoirs comme tactique de pression, en espérant que la guerre se terminerait rapidement. Cependant, à mesure que le conflit persistait, divers dirigeants à travers le monde ont commencé à suggérer que l'argent pourrait être utilisé pour aider l'Ukraine. Cela a conduit au développement de l'initiative de prêt ERA pour l'accélération extraordinaire des revenus, annoncée en juin 2024. L'initiative des prêts ERA pour l'Ukraine est un programme du G7 dans lequel les 7 nations membres, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis s'engagent à fournir à l'Ukraine des prêts d'une valeur pouvant atteindre 53 milliards de dollars et ensuite rembourser ces prêts en utilisant les profits générés par les avoirs russes gelés. En termes simples, c'est un moyen pour les alliés de l'Ukraine de prendre de l'argent à la Russie et de le transférer vers l'Ukraine, utilisant ainsi la Russie pour financer l'armée ukrainienne. Et c'est le genre de décision qui va à coup sûr mettre Vladimir Poutine hors de lui, ainsi que les différents oligarques dont les avoirs sont utilisés dans cette initiative. Comme indiqué, l'initiative ERA a été mise en place l'année dernière. Mais il a fallu un certain temps aux pays du G7 impliqués pour déterminer les mécanismes exacts permettant de trouver les fonds et de les envoyer à l'Ukraine. Heureusement, les fonds commencent maintenant à affluer rapidement, et c'est le Canada qui a pris un rôle de premier plan dans cette initiative. Le 30 juin, Denis Shmyhal, le Premier ministre de l'Ukraine, a confirmé que son pays avait reçu un important paiement de la nation nord-américaine. Il a écrit avoir reçu environ 1,7 milliard de dollars, soit 2,3 milliards de dollars canadiens de la part du Canada dans le cadre de l'initiative ERA. Ce sont des fonds garantis par les revenus provenant des avoirs russes gelés. Avec nos partenaires, nous faisons en sorte que la Russie paie pour ses crimes et ses destructions. Depuis le début de l'année, y compris la dernière tranche, nous avons reçu environ 17,6 milliards de dollars provenant des avoirs russes gelés. Je remercie le Canada et tous les participants à ce programme. Nous insistons sur la confiscation totale des fonds russes gelés. Ils sont nécessaires pour indemniser les victimes de l'agression et pour reconstruire notre pays. Ce sera également un acte de justice pour aider à prévenir les guerres d'agression à l'avenir. C'est une somme d'argent énorme, et ce n'est que la première tranche des paiements canadiens, d'autres suivront. En fait, le Canada a alloué un total de 5 milliards de dollars canadiens à l'initiative ERA. L'Ukraine peut utiliser ces fonds efficacement de plusieurs manières. Une grande partie de ces fonds sera probablement consacrée à la défense et à la sécurité, en aidant à fournir à l'armée et aux forces de l'ordre des fournitures et des équipements importants, ou même investi dans des projets de recherche et développement pour de nouvelles innovations militaires. Une partie pourrait également être allouée à des programmes humanitaires, comme l'aide aux Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays, qui ont été forcés de fuir leur foyer et d'évacuer leur région. Il y avait près de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays à la fin de 2023, et ce nombre est probablement bien plus élevé aujourd'hui. Les fonds pourraient aussi servir à restaurer les infrastructures. Alors que l'Ukraine subit des bombardements et des attaques fréquents et intenses,
d'énormes dégâts ont été causés à des infrastructures essentielles comme les hôpitaux et les sous-stations énergétiques. Le pays doit de toute urgence réparer ces sites clés afin de garantir à sa population l'accès à l'énergie, à l'eau, aux soins médicaux, etc. Comme l'a déclaré Shimahal sur les réseaux sociaux, avec le dernier versement du Canada, l'Ukraine a désormais reçu près de 18 milliards de dollars de financement, directement par le biais de l'initiative ERA. Cela a commencé en janvier de cette année, lorsque la Commission européenne a versé un premier paiement de 3 milliards, dans le but d'atteindre un total pouvant aller jusqu'à 18 milliards. 1 milliard d'euros sur le reste de l'année. En annonçant ce premier paiement, Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, a déclaré « Chaque jour, depuis 1000 jours, la Russie détruit les maisons du peuple ukrainien et cible délibérément les infrastructures critiques, y compris les approvisionnements en énergie. Aujourd'hui, l'Ukraine recevra 3 milliards d'euros de notre prêt du G7 pour soutenir son économie et effectuer des réparations vitales à travers le pays. Cela permettra à l'Ukraine de libérer des fonds pour la défense. Le prêt sera remboursé grâce aux avoirs russes, gelés dans l'Union européenne. La Russie a commencé cette guerre, donc la Russie doit en payer le prix. La Commission européenne a suivi cela avec un autre milliard d'euros en mars, et des paiements supplémentaires d'1 milliard d'euros sont arrivés en avril, mai et juin, ce qui fait un total de 5 paiements importants en 2025 jusqu'à présent. En mars dernier, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a expliqué l'importance de ces paiements, et elle a réaffirmé l'engagement de l'Europe à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que la guerre durera. Avec le décaissement d'aujourd'hui, l'Union européenne réaffirme son engagement indéfectible envers l'Ukraine. Ce financement fait partie de notre ambitieux programme de soutien de 18,1 milliards dans le cadre de l'initiative de prêt ERA, menée par le G7, qui garantit que les responsables assument le coût de la reconstruction de l'Ukraine. En tant que plus grand donateur à l'Ukraine pendant ce conflit injuste, l'Union européenne a mobilisé des ressources pour aider non seulement à maintenir la stabilité économique de l'Ukraine, mais aussi à reconstruire les infrastructures vitales dévastées par l'agression russe. Avec nos partenaires, nous continuerons à soutenir l'Ukraine. Notre engagement témoigne de la solidarité de l'Union européenne dans la défense de la souveraineté et de l'avenir de l'Ukraine. À présent, les autres membres du groupe des 7 ont également commencé à travailler sur l'allocation et le transfert de fonds à l'Ukraine via l'initiative ERA. Le 5 juin, par exemple, le Japon et l'Ukraine ont signé un accord de prêt, avec plus de 3 milliards d'euros transférés depuis le Japon, pour soutenir l'économie ukrainienne, les réparations et la reconstruction des infrastructures militaires et critiques. En exprimant la gratitude de son pays pour la générosité du Japon, le ministre ukrainien des Finances, Sergei Marchenko, a déclaré que le Japon est l'un des partenaires clés de l'Ukraine. C'est le deuxième plus grand fournisseur de soutien budgétaire depuis février 2022, ayant accordé plus de 8,5 milliards, dont 955 millions de dollars ont été fournis à titre non remboursable. Je suis reconnaissant pour la poursuite de cette aide d'une importance cruciale. La mise en œuvre du mécanisme ERA aidera à répondre aux besoins budgétaires de l'Ukraine en 2025 et à assurer la viabilité budgétaire à moyen terme. Les États-Unis sont aussi très impliqués dans le programme et a effectivement transféré son premier paiement à la fin de 2024, versant 1 milliard de dollars sur un prêt total promis de 20 milliards. D'autres paiements sont prévus. Marchenko a de nouveau exprimé la gratitude de l'Ukraine. Les États-Unis continuent de soutenir l'Ukraine dans le maintien de la stabilité macroéconomique et l'assurance des services publics essentiels pour ses citoyens. Pour la première fois, l'Ukraine reçoit des fonds financés par les revenus des avoirs gelés de la Russie. Je suis profondément reconnaissant aux États-Unis pour leur prise de décision rapide et leur solution adaptable en soutien à l'Ukraine. Le Royaume-Uni a également effectué son premier paiement. Cela a été annoncé en mars dans un communiqué du Trésor de Sa Majesté. Il a expliqué qu'environ 752 millions, soit environ 1 milliard, avaient été transférés, ce qui représente un tiers du montant total du prêt promis par le Royaume-Uni. Ce qui représente 2,26 milliards, soit environ 3 milliards. Rachel Reeves, la chancelière de l'échiquier du Royaume-Uni, a déclaré « Aujourd'hui, plus que jamais dans ce monde changé, l'Ukraine a besoin de notre soutien en tant que partenaire fiable pour assurer la paix après l'invasion non provoquée de la Russie. » Ainsi, au total, l'Ukraine a reçu près de 18 milliards de dollars rien qu'en prêts ERA, tous financés par les avoirs russes gelés, en 2025. C'est une somme énorme,
et cela peut grandement contribuer à aider l'économie ukrainienne à se stabiliser, ainsi qu'à permettre au pays de continuer à se défendre contre les nombreuses vagues d'attaques russes qu'il subit quotidiennement. Et il est important de noter que tout l'argent de l'ERA provient uniquement des bénéfices générés par les avoirs russes gelés. Il pourrait y avoir d'autres moyens d'utiliser ces avoirs, en extrayant plus d'argent de la Russie pour financer et renforcer davantage l'Ukraine. C'est ce qu'a récemment suggéré Andrei Sybiha, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, lors de la conférence Fair Play de fin juin. Sybiha a soutenu que l'intégralité des avoirs russes, gelés, pourrait être utilisée pour acheter des armes pour l'Ukraine et renforcer l'économie du pays, plutôt que seulement les profits qu'ils génèrent. Il a déclaré « Je voudrais souligner la nécessité de changer de stratégie concernant les avoirs russes gelés. Il est temps de passer de l'utilisation des intérêts à celle des avoirs eux-mêmes. Et d'orienter ces fonds vers l'achat d'armes pour l'Ukraine, l'investissement dans l'industrie de défense ukrainienne et la reconstruction. » Sybiha a également appelé à des décisions extraordinaires et audacieuses pour arrêter l'agression de la Russie, tout en déclarant qu'il sent que la compréhension des menaces que la Russie représente grandit parmi les nations de l'OTAN. Il reste à voir si et comment l'initiative ERA pourrait être élargie à l'avenir, ou si de nouvelles méthodes pourraient être trouvées pour utiliser les avoirs russes contre elle. En attendant, tout l'argent récolté sera d'une grande aide pour l'Ukraine, surtout lorsqu'il est combiné à tous les fonds supplémentaires que les alliés de l'Ukraine envoient régulièrement. Lors du récent sommet de l'OTAN à La Haye, par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé que l'Europe et le Canada sont en bonne voie pour envoyer plus d'argent à l'Ukraine, en 2025 plus que jamais. Ce que vous voyez en ce moment, c'est que les partenaires européens et canadiens, ils augmentent désormais considérablement leur soutien à l'Ukraine. Déjà, plus de 35 milliards d'euros ont été promis cette année. Et cela, avant même d'atteindre la moitié de l'année, le 1er juillet. L'année dernière, pour toute l'année, c'était un peu plus de 50 milliards. On peut donc présumer que le montant total pour 2025 dépassera celui de 2024. Et cela vous montre que le soutien à l'Ukraine se poursuit. Ces fonds sont plus vitaux que jamais, car la Russie a vraiment augmenté ses dépenses militaires ces derniers temps. En 2025, le pays a porté ses dépenses publiques de défense à leur niveau le plus élevé depuis la guerre froide. Avec des dépenses de défense représentant plus de 6% du produit intérieur brut russe et plus de 30% de l'ensemble du budget fédéral de 2025, la Russie aurait dépensé plus de 140 milliards en défense en 2024, avec un chiffre encore plus élevé prévu pour cette année. C'est un signe de plus de l'engagement du Kremlin à gagner cette guerre par tous les moyens nécessaires. En injectant autant d'argent qu'il est possible de réunir dans les salaires militaires, les programmes de développement d'armes, la fabrication d'armes et de véhicules, la logistique, et ainsi de suite. Les statistiques récentes de sources, comme Global Firepower, montrent que le budget de la défense de la Russie dépasse largement celui de l'Ukraine. La Russie dispose également d'une armée nettement plus importante et d'un nombre bien supérieur de chars, de véhicules blindés, de chasseurs et d'autres équipements essentiels à utiliser dans son invasion en cours. Face à la machine de guerre russe, l'Ukraine ne peut pas compter uniquement sur sa propre économie et ses capacités nationales pour se soutenir. Elle a besoin de financement et du soutien de ses alliés. Et il est inspirant de voir à quel point ses alliés restent prêts et déterminés à aider l'Ukraine à défendre son territoire et à repousser les envahisseurs, grâce au paquet d'aide, aux prêts ERA et à d'autres méthodes. Bien sûr, chaque dollar envoyé à l'Ukraine compte de la même manière, peu importe d'où il vient ou comment il a été collecté. Que ce soit par le biais des prêts ERA ou par des paiements plus directs de la part d'alliés comme les États-Unis, le Canada et d'autres. Cependant, les fonds des prêts ERA doivent être particulièrement bienvenus pour les Ukrainiens, sachant qu'ils sont directement prélevés des mains et des avoirs des oligarques russes et des entités qui cherchent à les opprimer. Chaque paiement est presque une double victoire pour l'Ukraine. Non seulement ils obtiennent plus de fonds pour les réparations, les infrastructures, la défense et la stabilité économique, mais ils privent aussi la Russie de ressources financières. Et cela est particulièrement important en ce moment, car de nombreux rapports récents suggèrent que l'économie russe est dans une situation critique. En fait, la situation devient tellement grave que même Poutine lui-même a du mal à maintenir l'illusion que tout va bien. Alors que les dirigeants des principales banques, et même le ministre russe du développement économique, ont tiré la sonnette d'alarme sur les risques liés à la poursuite des dépenses de guerre imprudentes et exorbitantes. Le ministre, Maxime Rechetnikov,
a lâché une bombe lors du récent Forum économique international de Saint-Pétersbourg. D'après le climat des affaires actuelles, il me semble que nous sommes au bord de basculer dans la récession. Cela ne devrait surprendre personne parmi ceux qui suivotent la guerre et son impact sur l'économie russe. Mais cela reste une grande nouvelle de voir une personnalité publique aussi en vue faire une telle déclaration. Puisque les ministres russes doivent généralement suivre la propagande de Poutine et faire semblant devant le public que tout va mieux que ce n'est réellement le cas. Pour aggraver les problèmes de Poutine, Elvira Nebiulina, présidente de la Banque centrale de Russie, a exprimé les mêmes inquiétudes que Rechetnikov. Elle a expliqué que l'économie russe avait réussi à faire face au premier stade de la guerre, en utilisant des ressources gratuites comme la main-d'œuvre, les réserves bancaires et les actifs liquides du Fonds national de richesse du pays. Mais elle a averti que ces ressources s'épuisaient rapidement. Notre croissance rapide sur 2 ans est due à l'utilisation de ressources en main-d'œuvre gratuite. Mais nous devons comprendre que beaucoup de ces ressources ont réellement été épuisées. Nous devons repenser notre modèle de croissance. Les statistiques le confirment. Le Fonds national de bien-être de la Russie s'élevait à un montant impressionnant d'environ 113 milliards au début de l'année 2022, avant le début de la guerre. Au 1er juin de cette année, il était tombé à seulement 36,4 milliards de dollars, soit son niveau le plus bas depuis 2019. Cela montre à quel point la Russie a puisé dans le fonds pour soutenir sa guerre et stabiliser son économie, pour faire face aux nombreuses sanctions imposées par des pays du monde entier. De nombreuses autres statistiques sont difficiles à lire pour le président Poutine. Alors que le taux de chômage du pays est tombé à un niveau historiquement bas de 2,3%, il y a une pénurie de main-d'œuvre de 2 millions de personnes. La croissance du produit intérieur brut est passée de 4,1% à la fin de 2023 à seulement 1,4% au premier trimestre de 2024. Les bénéfices des entreprises ont diminué d'un tiers globalement, et de près de 50% dans les secteurs pétroliers et gaziers, piliers de l'économie russe. La croissance industrielle a aussi stagné. On ne peut qu'imaginer les conséquences de tout cela, tant sur le citoyen russe moyen que sur ceux qui occupent les plus hautes positions de richesse et de pouvoir. Comme les différents oligarques, ces chefs d'entreprise qui ont soutenu Poutine et aidé à financer la guerre depuis plus de 3 ans déjà. Les Russes voient néanmoins leur richesse diminuer et doivent maintenant assister à l'utilisation de leurs propres avoirs internationaux gelés pour aider l'Ukraine. Certains doivent sûrement commencer à ressentir de la frustration, de l'impatience et le désir de voir cette guerre se terminer. En effet, certains médias rapportent que c'est précisément ce qui se produit. Un analyste russe anonyme a déclaré cela à Novaya Gazeta Europe. Vladimir Poutine fait essentiellement face à un choix, soit continuer la guerre et faire s'effondrer son économie, soit relâcher la pression sur l'Ukraine afin d'améliorer la situation financière de la Russie. Si Vladimir Poutine persiste dans l'effort de guerre, il pourrait perdre le soutien des oligarques. Et plus cela dure, plus la pression augmentera, et plus son héritage et sa popularité en souffriront. La Russie est profondément impliquée dans cette guerre, dépensant énormément de ressources pour peu de résultats, dans l'ensemble. Vladimir Poutine sait qu'il aurait l'air d'un échec s'il se retirait maintenant. Grâce à sa bravade, à la résistance des Ukrainiens et à l'unité des alliés à travers le monde, il est coincé entre le marteau et l'enclume, sans aucune issue possible. Et comme les fonds continuent d'affluer librement vers l'Ukraine, même si la Russie dépense des sommes records pour son armée, il y a peu de chances que la guerre se termine de sitôt. Elle continuera très probablement à faire rage. Innombrables. D'autres pertes viendront s'ajouter au bilan russe, qui est déjà estimé à plus d'1 million, avec plus de 250 000 morts. Et encore plus d'argent russe sera perdu, affaiblissant l'économie et la position de Poutine chaque jour un peu plus. Peut-être que cela suffira finalement à forcer le président russe à revenir négocier, ravaler sa fierté et accepter un cessez-le-feu. En attendant, le G7 continuera d'utiliser les propres avoirs de la Russie contre elle, et l'Ukraine ne fera que se renforcer. Découvrez les récents succès de l'Ukraine pour libérer la Crimée dans notre dernière vidéo détaillée. Ou découvrez à quel point la crise économique russe est réellement grave dans notre analyse de la récente annonce de Poutine de réduire les dépenses militaires en 2026. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Trusted News pour plus de reportages approfondis et à jour sur la guerre et d'autres conflits à travers le monde.